Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. On construit l'état de perfection. L'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ultime perfection, le plus haut degré de perfection possible. Alors, ce degré de perfection, évidemment, c'est pas une perfection technologique, technique, je veux dire, bien que ça en fait partie, mais c'est pas pour faire des voitures de luxe, voire c'est pas pour atteindre un degré d'objet qui nous encombrerait, etc. Cette perfection, c'est une perfection psychique, c'est le plus haut degré de l'esprit, c'est l'état d'éveil, l'état de sérénité, l'état d'équilibre, une humanité qui a réglé tous ses problèmes pathologiques, des problèmes pathologiques qui correspondent à la chrysalide, à la transformation d'un primate naturel, un primate habitué à vivre dans la nature avec des règles instinctives, hein, voilà, et puis des libertés, on pourrait dire, que l'humanité s'est progressivement interdit d'abuser de son congénère, etc., de s'affirmer aux dépens d'autrui, de résoudre les problèmes par l'agressivité, etc., etc. Voilà. Et donc, on aura dépassé ces pathologies, on aura soigné nos pathologies, on commence à le faire. Je pense qu'on est rentré dans la phase, d'abord la phase de la première prise de conscience générale du but que nous construisons, du but à atteindre, du but que nous recherchons intuitivement. Nous allons prendre conscience de cette finalité. C'est éminent, on va dire, imminent, c'est imminent. C'est quelque chose qui va arriver dans l'humanité. L'humanité va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il y a ce progrès? Quel est le sens de ce progrès? On parle du progrès. Il existe dans notre esprit cette idée de progrès. Donc il y a un progrès, ça amène, ça a un sens. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce dont les politiques du néolibéralisme parlent quand ils parlent mince, comment ça s'appelle? Bon, ils emploient un terme pour faire passer des lois, des règles, des façons de vivre qui sont des régressions. Voilà. En réalité, il parle de quelque chose il parle de progrès social pour eux, et ces progrès sociaux, depuis une quarantaine d'années, ce sont des régressions sociales en réalité. Ce sont des rognages d'acquis sociaux. Des réformes, voilà. Ils parlent de réformes. Ils emploient le terme de réforme, il faut faire des réformes, etc. En fait, ce sont des régressions. Mais globalement, ça concerne quelques petites décennies, depuis les années 90, on va dire, jusqu'à maintenant. C'est un petit passage dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, si on la fait commencer, c'est
elle pourrait commencer à partir du moment où l'être humain s'est séparé des autres primates, où on s'est distingué, où on a quitté le royaume de la nature pour le royaume de la culture. On a commencé à, à exprimer les choses, à les verbaliser, à les analyser, à les réfléchir, et puis à partir à la conquête de cette planète pour s'adapter à chaque environnement. Alors, on a fait ça bien souvent de façon désordonnée, puisqu'on n'a pas c'est l'instinct qui a été un des grands moteurs de la construction de l'humanité. Parce qu'on n'avait pas de plan établi, on n'a pas un plan proposé par Dieu, voilà comment il faut faire. Même si à partir du moment où les grandes religions et où les religions, où l'idée du divin est apparue dans l'humanité, il y a eu des règles qui se sont établies, voilà. Et donc il y avait des choses qui étaient interdites, des choses qui étaient valorisées, des choses qui étaient dévalorisées, etc. Alors, pour démontrer cette théorie, je suis désolé, mais mes neurones ne fonctionnent pas très bien. Il me manque un peu d'oxygène. C'est des moments comme ça. Et donc, pour développer cette théorie, eh bien, je m'appuie sur des vidéos de temps en temps que j'écoute sur France Culture. La plupart du temps, sur des livres que je trouve au hasard. Et là, c'est une émission de France Culture qui s'appelle Culture Monde et qui était consacrée elle a été publiée le 26 décembre 2024. Elle était consacrée au numérique, aux GAFAM. Et donc, c'est la 5e ou la 4e vidéo que je réalise à partir de ce matériau. Je pratique comme ça, je mets en route la vidéo, je l'écoute, je la découvre en même temps, la plupart du temps, et je fais des digressions, je fais des commentaires et en lien avec la théorie que je défends. Et donc les GAFAM, les sociétés comme Google, Amazon, Twitter, maintenant qui est devenu X, Facebook, etc. Eh bien, à l'origine, leur motivation, elle était d'universaliser le monde. Et ça correspondait dans les années 80 tout à fait ça suivait bien la logique des 20 ou 30 années précédentes, les 30 glorieuses, qui ont vu émerger l'idée des hippies, l'idée de ce monde sans frontières, de ce monde d'amour, etc., d'un monde du village planétaire dont parlait déjà Marshall McLuhan, etc., dans les années 60. Donc il y avait cette idée d'universalité, là, elle s'imposait à l'humanité, tout simplement parce qu'il y avait la télévision, il y avait les voyages qui commençaient à se démocratiser, au moins du côté occidental, parce que c'était surtout, voilà, les voyages étaient là, et l'immigration, c'était pour permettre aux pays qui n'ont pas de visa, pas de possibilité de voyager touristiquement, d'aller à la rencontre d'autrui, parce que c'est un désir, c'est un besoin humain d'aller rencontrer l'inconnu, d'aller rencontrer l'autre, voilà, c'est quelque chose que on a tous. Alors on le fait par le tourisme, etc. Mais l'immigration, c'était ce même moyen. Je me rappelle avoir interviewé mon père à la fin de son existence, et je lui demandais pourquoi il avait quitté l'Italie, etc., quand il avait 20 ans, dans les années 20.
c'était en fait, il y avait bien sûr qui mouraient de faim, il fallait vivre, il fallait trouver de l'argent, il fallait, voilà, des problèmes euh, basiques d'existence, mais il y avait la curiosité, il y avait le désir d'aller voir ce que les gens racontaient. Ils parlaient de Nice, ils parlaient de Paris, ils parlaient, etc. Ils voulaient aller à la rencontre de de ceux qu'il entendait parler avec ses copains, etc. Donc il y a ce mécanisme-là. Alors, donc les GAFAM c'était la suite logique du mouvement hippie. Simplement, à ce moment-là, en même temps, il y a eu la chute du mur de Berlin. Le communisme est tombé et le capitalisme s'est retrouvé dans un état de toute puissance. Il s'est retrouvé dans la position de celui qui n'avait plus de challenger. Un challenger qui l'obligeait à garder une certaine éthique. Le capitalisme, tant qu'il y avait l'URSS en face, le communisme en face, eh bien, il se devait de parler un peu d'égalité, de parler de fraternité, de toutes les valeurs que le communisme a amenées dans évolution sociale, développement social, égalité de hommes-femmes, etc. Tout ça, c'était des choses que le capitalisme était obligé de tenir compte parce que sinon il aurait envoyé du pétrole à son opposant. Et le Parti communiste, dans les années 70, en Europe, il était costaud. Et puis le socialisme, il y avait une sorte, il y avait un potentiel qui était là. Donc si le capitalisme s'était comporté comme il se comporte aujourd'hui, eh bien les gens seraient partis du côté du communisme ou du socialisme, évidemment. Parce que ça proposait plus d'égalité, plus de bonheur, plus de tranquillité, plus de paix, voilà, etc., que le reste. Évidemment, il y avait tout un tas de choses négatives du côté du communisme qui ont fait que c'est lui qui a cédé et que c'est le libéralisme, c'est la liberté qui a gagné sur l'idée d'égalité sans liberté, parce qu'en fait c'était ça, le communisme s'est embourbé s'est laissé étouffer en fait euh, par, le, par le système euh, capitaliste qui l'a bloqué qui l'a étouffé, voilà, qui a fait qu'il s'étouffe et qu'il qu'il devienne fou, en fait, qu'il devienne paranoïaque. Il avait ce mécanisme-là, et il avait ce mécanisme, tout simplement parce que c'était les plus mauvais qui ont pris le pouvoir. C'était pas les plus ouverts, les plus respectueux, les plus intelligents. C'était peut-être les plus malins du moment, les Staline, etc. Mais c'était pas, c'était voilà, les plus durs qui l'ont emporté. Alors que du côté capitaliste, il y a la compétition à travers les élections. Donc c'est les meilleurs qui montent. Voilà, c'est pas les plus méchants, c'est les meilleurs qui normalement arrivent en tête de ligne. Alors en ce moment, il y a un problème avec le capitalisme, avec le néolibéralisme. Justement ce problème de toute puissance qui fait que ils se sont accaparés les médias, les dominants, l'oligarchie, et donc ils ont transformé la démocratie en oligarchie. Et donc c'est plus les meilleurs qui montent, c'est un système népotique, c'est les plus riches, voilà, c'est pas les plus intelligents, c'est les plus riches, les plus malins, les plus voilà, les plus retors en gros, qui arrivent en tête de ligne. Alors, on va continuer
sur cet épisode. Donc, je lance cette émission sur les GAFAM. Et que ce soit la vente en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, la téléphonie, on a quelques grands acteurs qui se partagent ce marché. Est-ce que la création de ce qui crée de la dépendance, est-ce que cette dépendance est une conséquence qui n'avait pas été anticipée, ou au contraire, est-ce qu'elle est au cœur de la stratégie industrielle ? Pour moi, elle est au cœur de la stratégie industrielle. C'est évident que dans les choix qui ont été faits, il y a quand même cette envie d'occuper des nœuds de dépendance stratégiques. C'est-à-dire que sur les couches du numérique, sur le logiciel, sur l'infrastructure physique, il y a en fait des technologies qui sont soit des portails d'accès à la technologie, soit des goulots d'étranglement. C'est-à-dire qu'en fait, après, on est extrêmement dépendant, on a besoin de ces acteurs-là pour faire fonctionner les produits numériques. On va prendre des exemples, par exemple, comme Amazon Web Services, qui n'est pas forcément toujours connu du grand public, mais qui est en fait une plateforme dédiée aux développeurs. Donc c'est par cette plateforme notamment que les développeurs vont développer un certain nombre de choses, des sites web, des applications, etc. Donc du coup, ça donne en fait à Amazon Web Services un pouvoir en quelque sorte sur sa clientèle à la base et sur tout l'écosystème du numérique, puisqu'il faut passer par AWS, par Amazon Web Services, pour faire fonctionner en fait un certain nombre de sites internet et d'applications. Voilà, alors évidemment, il y a la perversion des systèmes. Tout système se finit par se corrompre. Il passe par une phase de corruption. On dit tout exercice de pouvoir corrompt. Et malheureusement, on a affaire à ce genre de choses avec justement les réseaux sociaux et le numérique, ces grands acteurs du numérique. Ils sont nés avec une utopie extraordinaire. L'idée de connecter le monde, de construire un village planétaire, d'aller vers l'universalité. C'est indéniable, c'était les valeurs comme ça. Le marché a récupéré cette chose-là, tout simplement parce que dans les années 90, le libéralisme est devenu tout puissant, le marché est devenu tout puissant. C'est à partir de là où ils ont commencé à nous gaver de mode, parce qu'ils ont eu les médias. Donc avec les médias, ils ont influencé la pensée. À l'époque précédente, l'époque hippie, c'était, oui, bien sûr, il y avait la mode, mais on faisait la mode, on se faisait la mode. On allait aux puces, on achetait, on faisait des mélanges, etc., etc. C'était vraiment autre chose que ce qui s'est passé dans les années 80-90, où il y a eu 90-2000 maintenant. Il faut consommer, changer tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je ne sais pas, tous les 4 mois de vêtements, prendre un nouveau modèle, etc., être à la mode. Voilà. Donc il y a eu le marché qui a pris en main, en fait, tout ce qu'il pouvait prendre, parce qu'il s'est retrouvé en position de toute puissance. Et donc, si la société le laissait, en fait, il rentrait comme dans du beurre dans tous les systèmes. Voilà, il est rentré dans la famille, il est rentré dans le système, et il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait les enfants réclamer ce qu'ils voyaient à la télé, etc., etc. Et si on le laisse faire, le marché, il rentre dans l'école, il rentre dans la justice, il rentre dans l'hôpital, et c'est ce qu'il a fait en réalité. Quand on va à l'hôpital, il y a les marchands qui vendent des bouquins, qui vendent du café, qui vendent des trucs. C'est devenu quelque chose d'incroyable. On ne se rend même pas compte vraiment de ça. Simplement, par exemple, le marché, il est rentré tellement dans la télévision, c'est devenu c'est sa vitrine, c'est tout, c'est pas autre chose. Il arrive à faire vendre à des journalistes qui ont une carte de journaliste, qui ont appris le métier de journaliste. Il arrive, le marché, à leur dire, il faut nous vendre des
du SMS. Donc, entre les matchs de rugby ou de football ou de trucs, on entend un journaliste présentateur qui dit voilà, si vous voulez gagner, il faut appeler ce SMS, etc. Il leur fait vendre des SMS et vous pouvez gagner 1 an de salaire sans travailler. Enfin, c'est complètement obscène quand on le voit de l'extérieur et qu'on peut l'analyser. Mais comme il affole l'humanité, le marché, donc on ne se rend pas compte de ces changements. On ne se rend pas compte de l'obscénité du système parce qu'il empêche de réfléchir. Il n'y a personne qui passe dans les médias pour dire là, franchement, ça ne vous dérange pas de vendre du SMS? Vous êtes journaliste, vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes après? Bon, voilà, on le voit même sur les YouTube, etc. Toutes les 5 minutes, il y a des pubs. Il y a rien qui peut l'arrêter, en fait, parce qu'il est dans un système de progression. Donc, c'est bien la société qui peut lui dire non, là, c'est plus ton jardin privé, ça, tu y touches pas à l'école, tu touches pas aux médias, tu touches pas à la santé, tu touches pas, etc., etc. Si on contient pas le marché, il avance, c'est sa nature normale, c'est pas lui le responsable, en fait, c'est le politique. De la même manière que quand on voit Google construire des méga câbles à lui seul, comme par exemple les Cuyano autour de l'Afrique ou Dunan qui rejoint les États-Unis à l'Europe, eh bien, oui, ça donne un pouvoir considérable parce que là, on a affaire à un acteur qui détient les câbles les plus puissants du monde, clairement. Voilà, alors, évidemment, tout ça, pour l'instant, c'est ça, effectivement, et ça, ils ont pris un pouvoir tout simple, c'est l'État qui leur a laissé ces pouvoirs-là. Mais à terme, et dans pas longtemps, je pense, tout ça va devenir patrimoine universel. Le monde ne pourra pas laisser ce genre de choses. Ou alors il va se détourner du système et puis il va le rendre obsolète s'ils ne veulent pas entendre qu'il faut qu'ils donnent tout ça. Facebook, X, ça doit revenir au patrimoine universel, TikTok, etc. C'est des choses qui doivent appartenir à l'universel, qui n'ont pas à appartenir à un être humain ni à un État. Et pour l'instant, c'est le cas. Ça appartient soit à des êtres humains qui appartiennent à des États et qui, avec ça, ont un pouvoir inouï sur les choses. Et en même temps, il y a c'est assez curieux ce qui se passe parce que c'est clair que le système tel qu'il s'est fait a donné une puissance inouïe à des êtres humains qui maintenant, on voit bien, influencent, commencent à se comporter mal, commencent à utiliser ces instruments. Alors au départ, ils partent avec une éthique, avec des valeurs, en prônant des valeurs universelles, en prônant des valeurs de justice, de liberté, etc. Et on voit que naturellement, c'est tellement tentant de pouvoir intervenir et de pouvoir faire ce qu'on veut de son propre jouet, que ça devient... C'est quasiment impossible pour eux de pas perturber le système, de pas l'abuser, quoi. Donc, je pense qu'ils finiront par l'abuser de façon vraiment criarde et que le système se révoltera et dira non, ben voilà, on vous le retire, ça doit plus vous appartenir, ça doit appartenir au patrimoine universel. En tout cas, c'est le sens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ces réseaux sociaux, ces systèmes continuent d'unifier la planète, continuent de mettre en contact les uns avec les autres, les êtres humains, pouvoir les relier dans ces choses-là. Il y a des problèmes de dépendance, il y a des problèmes voilà, ils sont là, ces problèmes, mais c'est la même chose que quand on a commencé à commercialiser le pinard.
Voilà, à partir du moment où des gens l'ont mis dans des amphores, l'ont expédié de l'autre côté du monde ou ailleurs, dans des bouteilles, c'est fini. Ils ont créé le système de la dépendance. Donc ça, c'est là, mais l'homme peut c'est pas la dépendance qui va l'emporter, en réalité, c'est la liberté. Parce que quand je dis l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, c'est l'extase, et l'extase, c'est la liberté absolue. Il n'y a plus du tout... Le monde extérieur n'a plus d'impact. Il n'y a plus... On s'en fiche d'être de l'apparence, on s'en fiche de l'alcool, des drogues, de tout ce qui peut... C'est l'extase, c'est le summum. Donc... l'extase, en somme, pour symboliser un petit peu, c'est Plotin, c'est le jardin d'Épicure, c'est l'épicurisme au sens propre du terme, c'est-à-dire le fait de se contenter de 3 fois rien, de juste vivre, être en présence de l'immédiat, vivre la contemplation, vivre l'instant, etc. La fraternité, l'amitié, la simplicité, c'est ça. Et ça, c'est la finalité de l'humanité. Mais pour atteindre cet état qui était presque notre état d'origine, pour atteindre cet état, eh bien, il faut construire, il faut conduire l'humanité à sa perfection technique, technologique, sociale, humaniste, etc. Et ça, c'est tout ce que nous faisons. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes sur ce chemin. Et qui du coup devient un acteur des télécoms à lui seul. Donc ça lui donne encore un pouvoir de goulot d'étranglement, possiblement, en capacité de négocier avec les acteurs télécoms d'abord et ensuite avec les États. Donc là, on a affaire du coup à des entreprises qui ne sont pas forcément monopolistiques, puisque dans l'industrie du numérique, on a une très grande diversité d'acteurs, mais qui ont des pratiques monopolistiques jusqu'à devenir du coup des acteurs dominants sur un marché. Voilà. Et donc là, pour le coup, c'est pour ça qu'on peut parler d'empire privé, puisqu'on a affaire au final à des acteurs qui vont investir des nœuds technologiques et des nœuds infrastructurels qui constituent en fait des pouvoirs. La question, c'est quelle est là aussi la responsabilité des acteurs publics dans le fait que ce soit installé cet écosystème. Vous rappelez dans votre ouvrage, Ophélie Coelho, que dans les années 2000, les acteurs du numérique vont bénéficier d'un contexte législatif très favorable, puisque dans les années 80, aux États-Unis, les lois antitrust qui avaient été patiemment construites au cours du XXe siècle ont été sérieusement affaiblies. Voilà, alors c'est ça, c'est que le problème, c'est que le marché, à partir des années 80, des années 85, quand les Thatcher, Reagan, en France c'était Mitterrand, ont pris le pouvoir, et parce que l'URSS était tombée, c'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, ils se sont organisés pour faire les lois à leur sauce. Et en fait, là, c'est le politique qui a été vraiment... le traître des peuples et des valeurs. C'est lui qui a laissé l'oligarque prendre le pouvoir sur le démocrate, sur la démocratie. L'oligarchie prendre le pouvoir sur la démocratie. Et là... on est encore là-dedans. On commence à se bagarrer contre, on commence à voir à quel point c'est une horreur quand c'est les oligarques qui sont au pouvoir, quand c'est eux qui détiennent qui détiennent le système des valeurs. On voit à quel point ils perturbent complètement la société. La démocratie s'écroule, les valeurs, c'est plus que les valeurs des oligarques, donc la violence, l'agressivité, la domination, le pouvoir, le luxe, le sexe, voilà, ils ont marchandisé tout ce genre de choses, et ils ont donné comme
comme valeur les valeurs de ces oligarques, quoi. Et le fait de gagner de l'argent sans rien faire ou en faisant 4 stupidités sur Facebook ou sur X va donner ce genre de choses. Donc ils ont changé le système des valeurs, parce qu'avant le système des valeurs, c'était celui qui réussissait, qui travaillait, c'était par son travail qu'il y avait quelque chose. Mais si le monde est venu comme ça, si le monde s'est imposé dans cette logique, c'est pas pour rien, il y a un sens. Et donc, c'est ce qui doit s'imposer, quoi qu'il arrive. Et il y a de nombreuses choses que ces réseaux sociaux apportent sans qu'on s'en rende compte. À quel point on connaît vraiment chaque être humain, quoi. Chaque être humain est nu maintenant, est clair, quoi. Hein. Si à partir du moment où on a écrit un peu sur les réseaux sociaux, où on a mis quelques photos, où des gens ont parlé de nous, ou quoi que ce soit, c'est réglé. On a toute la psychologie, on a tout l'état d'âme d'un être humain, ce qu'il est, ses pathologies, c'est tout ça. Pour l'instant, c'est pas utilisé, mais c'est quelque chose c'est évident que c'est la logique voudra que, voilà, on sera, si on a des tendances psychopathiques, psychopathologiques, ça sera complètement analysé. Et le système viendra et dirait attention, vous savez, vous avez vous avez ce potentiel-là. Vous êtes un possible abuseur. Donc on va vous surveiller à partir de maintenant, etc. Donc c'est clair que c'est des façons de gérer, ça sera une façon de gérer complètement le premier des grands travaux de l'humanité, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement. Par ces réseaux sociaux, on va maîtriser entièrement le comportement. Il n'y a pas que ça, il y a les caméras de surveillance, il y a l'éducation, il y a l'enfance, la surveillance des enfants à l'école, etc., etc. Tout ça va faire que ces pathologies, l'aptitude à abuser d'autrui, l'aptitude à ce que notre narcissisme permettent de maltraiter nos congénères, etc. Tout ça sera complètement éclairé. On va devenir éclairé grâce à ces médias. Quoi, ce contexte législatif va être déterminant ? Oui, c'est très intéressant de revenir là-dessus. En effet, la politique antitrust aux États-Unis s'est affaiblie, non seulement dans la pensée, c'est-à-dire qu'avec le néolibéralisme et notamment sous la présidence Reagan, on va avoir en fait vraiment un affaiblissement de la manière de faire de l'antitrust, déjà beaucoup moins de procès, et aussi il va y avoir face à la politique antitrust des argumentaires qui vont prendre de l'importance, comme le bien-être du consommateur, voilà, qui vont prendre le dessus sur le fait de devenir dominant sur le marché. Et puis par ailleurs, il y a moins de financement attribué aussi aux administrations qui gèrent la politique antitrust aux États-Unis, ce qui du coup pose problème parce que voilà, moins de moyens, moins de possibilités aussi derrière d'enquêter et d'aller chercher en fait les éléments justement monopolistiques qui sont pas forcément faciles à repérer d'ailleurs. Non, et malheureusement c'est pas une volonté perverse. La perversion, elle y est, mais elle n'est pas dans la volonté, elle n'est pas volontaire. C'est un mécanisme, c'est comme ça. Ça peut se passer à toutes les échelles. Dans un village, si vous laissez le pouvoir aux petits voyous, au plus narcissique du village, vous lui accordez, vous lui laissez un peu le pouvoir parce qu'au départ, peut-être par peur ou simplement parce qu'il a su vous convaincre en vous disant « laisse-moi faire ça, etc. Tu verras, ça c'est bon pour le village ». Et c'est clair qu'il va organiser le système pour le dominer. C'est un système naturel qui s'impose. C'est pas une volonté méchante en réalité.
chez les acteurs du numérique, puisqu'on a affaire à des technologies qui sont nouvelles. Donc on a parfois du mal quand on a une nouvelle technologie. En fait, il y a un petit retard, j'ai envie de dire, du législatif, non pas parce qu'ils sont incompétents, simplement parce qu'ils ne connaissent pas encore la technologie normale, qu'elle arrive sur le marché et que du coup, on ne perçoit pas encore ses conséquences sur la société. Donc tout ça fait en effet, le contexte a été assez favorable. Et c'est pourquoi, sur la mécanique universelle, je dis on évolue par tentative, échec, erreur, rectification. Voilà, et on recommence, on fait ce genre de choses. Ou tentative, erreur, on règle les erreurs et puis on continue. Et c'est comme ça, c'est le principe de notre évolution. On l'a fait, il y a des gens qui ont inventé les colorants dans les années 50-60. On a coloré toute la bouffe avec. C'était magnifique. Il y avait toutes les couleurs, du bleu, du rose, du fluo, etc. Et puis on s'est rendu compte que c'était cancérigène. Eh ben voilà, on va rectifier. On a fait la même chose avec l'amiante. On a fait la même chose avec... et voilà, ça me rappelle, hier j'ai regardé un truc... c'est une série, La Mafia ne tue que l'été, ou je sais pas, c'est une série italienne. Et c'était vraiment intéressant, et ça se passe dans les années 70 à peu près, et dans l'époque où justement la mafia a été prise par les Corléonais en Sicile, et avec la violence que ça a engendré. Et donc là, il parle d'un endroit où ils vont avoir un appartement, cette famille, et il est tout heureux de dire c'est tout fait avec de l'amiante et tout, c'est un produit nouveau, bon voilà. Donc ça correspond tout à fait à ce type d'évolution. Et ben oui, quand l'amiante est sortie, les gens ont dit mais c'est vraiment génial. Alors là où il y a crime, c'est que quand on a compris que c'était un gros problème pour les êtres humains physiquement, et ben on a quand même continué parce qu'il faut finir la veine d'extraction. C'est la même chose avec le pétrole aujourd'hui. On sait que c'est un problème, mais il faut aller pomper encore. Il faut aller continuer parce que les acteurs, les acteurs dominants, c'est-à-dire ceux qui font le G20 par exemple, dans leur tête, il faut encore dominer l'humanité. Il faut que le G7 ou le G20 domine l'humanité. Donc il faut que les Américains, que les Européens dominent l'humanité. Et tant qu'ils ont cette vision qui n'est pas une vision universelle, qui est une vision clanique, une vision primate. C'est le système, un dominant, des prétendants, et puis voilà. Donc, ils n'ont pas encore compris qu'on doit passer sur l'universel maintenant, c'est la dernière, on arrive à la dernière étape de l'unification. Eh bien, tant qu'ils n'ont pas compris, ils sont dans ce mécanisme-là, et donc voilà, ils laissent faire les pétroliers. Nous, en France, on laisse Total faire ce qu'il veut dans tous les pays, encore, même si on essaye de maîtriser, etc. Mais on ne veut pas perdre de la place, on ne veut pas perdre notre place dans le système hiérarchique du monde. Et voilà comment ça se goupille. Voilà les amis, je vais arrêter là pour cette première vidéo sous l'eau. Je vous remercie vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien sous toutes les vidéos. Et puis, vous pouvez participer si vous avez envie de participer à ce travail, d'une manière ou d'une autre, si vous sentez l'envie de le faire. Eh bien, vous êtes les bienvenus, vous pouvez m'envoyer un petit message. À très bientôt, au revoir.